Quand on évoque Carcassonne, les images qui surgissent sont celles de ces remparts médiévaux, de la croisade contre les Cathares ou encore des légendes arthuriennes. La cité audoise, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, semble incarner un Moyen-Âge chrétien et occidental parfaitement codifié. Pourtant, si l'on remonte plus loin dans le temps, bien avant les croisés et les troubadours, une autre histoire se dessine en filigrane. Celle d'une possible rencontre, fugace mais réelle, entre Carcassonne et le monde islamique naissant. Et si la cité avait connu, dès le 8e siècle, des influences musulmanes? Cette question, loin d'être anecdotique, invite à repenser l'histoire de l'Occitanie médiévale et à interroger les silences de nos récits patrimoniaux. Car derrière les pierres qui ont traversé les siècles, se cache peut-être un islam fantôme, invisible mais présent, qui a contribué à façonner l'identité complexe de cette région carrefour. L'objectif de notre podcast n'est pas de réécrire l'histoire, mais de reconstituer, à partir des traces disponibles, le passage probable des troupes arabo-berbères dans le sud de la France au 8e siècle, et d'explorer ce qu'il en reste aujourd'hui dans la mémoire collective et le patrimoine local. Il s'agit aussi de comprendre pourquoi cette histoire a été si longtemps occultée et quels enjeux contemporains elle révèle. L'histoire commence en 711 quand les armées omeyyades, menées par Tariq ibn Ziyad, débarquent à Gibraltar et entament la conquête fulgurante de la péninsule ibérique. En quelques années, l'empire visigothique s'effondre, ouvrant la voie à un nouvel ordre politique et culturel. Cette expansion ne s'arrête pas aux Pyrénées. Dès 719, les troupes musulmanes sous la conduite d'Al-Sam ibn Malik al-Khawlani, gouverneur d'Al-Andalus, franchissent les montagnes et s'emparent de Narbonne. Cette prise de Narbonne marque un tournant décisif. Pour la première fois depuis l'effondrement de l'Empire romain, une puissance non chrétienne s'installe durablement sur le sol de l'ancienne Gaule. Al-Sam fait de Narbonne la capitale d'un émirat qui s'étendra bientôt sur une grande partie de la Septimanie, cette région qui correspond approximativement au Languedoc actuel. Narbonne restera sous contrôle musulman pendant plus de 40 ans, jusqu'en 759, date de sa reconquête par Pépin le Bref. Cette longue occupation n'est pas un simple épisode militaire. Elle témoigne de la capacité des Omeyyades à administrer et à s'enraciner dans ces territoires. La Septimanie devient une base avancée stratégique pour les incursions vers le nord, mais aussi un espace d'expérimentation politique et culturelle. Les sources arabes, notamment celles d'Al-Maqari ou d'Ibn Hayyan, évoquent cette période avec fierté, décrivant la Septimanie comme une terre prospère où coexistent musulmans, chrétiens et juifs. Les chroniqueurs mentionnent l'établissement de garnisons, la perception d'impôts et même la frappe de monnaie au nom du calife de Damas. Cette administration témoigne d'une volonté d'ancrage territorial qui dépasse la simple conquête militaire. Dans ce paysage géopolitique bouleversé, Carcassonne occupe une position stratégique majeure. Située sur l'axe qui relie Toulouse à Narbonne, la ville fortifiée contrôle un passage obligé pour qui veut remonter vers le nord ou redescendre vers la Méditerranée. Les routes commerciales qui traversent la région passent nécessairement par cette cité perchée sur sa colline. Les sources arabes restent malheureusement peu explicites sur le sort de Carcassonne durant cette période. Aucun chroniqueur musulman ne mentionne explicitement sa conquête ou son occupation, mais plusieurs faisceaux d'indices suggèrent que la ville n'a pas pu rester à l'écart de cette expansion islamique. Les itinéraires militaires reconstitués par les historiens montrent que les armées musulmanes ont nécessairement traversé ou approché Carcassonne lors de leurs expéditions vers Toulouse ou leur retraite vers Narbonne. Il faut également considérer la réalité des alliances locales. Comme en Espagne, où de nombreux seigneurs wisigoths avaient rallié les conquérants musulmans, il est probable que certains nobles de Septimanie aient cherché à s'accommoder du nouvel ordre politique. Carcassonne, avec ses élites wisigothiques affaiblies, a pu connaître ce type de compromis temporaire. L'un des défis majeurs pour reconstituer cette histoire réside dans l'absence quasi totale de vestiges islamiques conservés à Carcassonne. Contrairement à l'Espagne, où les monuments omeyyades témoignent encore de cette présence, le sud de la France n'a gardé aucune mosquée, aucun palais, aucune inscription arabe de cette époque.
Cette absence s'explique partiellement par la brièveté relative de l'occupation et par les destructions ultérieures. Cependant, l'archéologie révèle des traces indirectes significatives. Dans le sud du Tarn et de l'Aude, les fouilles ont mis au jour des monnaies arabo-musulmanes datant du 8e siècle, témoignant d'échanges commerciaux avec le monde islamique. Des fragments de céramique d'origine andalouse ou maghrébine ont également été découverts, suggérant des contacts réguliers avec les territoires musulmans. Vous pouvez d'ailleurs voir une publication sur les réseaux sociaux à ce sujet. La numismatique apporte des éléments particulièrement éclairants. Les pièces retrouvées portent parfois les inscriptions koufiques et des références au calife omeyyade, prouvant que la monnaie islamique circulait dans la région. Cette circulation monétaire témoigne d'une intégration économique qui dépasse le simple cadre militaire. Les sources écrites offrent un panorama assez contrasté. Du côté musulman, les chroniqueurs postérieurs comme Al-Maqari compilent des récits plus anciens qui évoquent les campagnes en Septimanie. Ibn Hayyan, l'historien cordouan du XIe siècle, mentionne les expéditions au-delà des Pyrénées, mais reste vague sur les détails géographiques précis. Ces sources arabes insistent davantage sur les grandes victoires à Narbonne ou les défaites retentissantes comme Poitiers que sur les occupations locales. Carcassonne, ville de taille moyenne, n'avait peut-être pas assez d'importance pour mériter une mention spécifique dans les chroniques rédigées des siècles plus tard. Du côté chrétien, le silence est encore plus marqué. Les chroniqueurs francs de l'époque, comme ceux qui relatent les gestes de Charles Martel, mentionnent les combats à Narbonne, Nîmes ou Toulouse, mais passent sous silence le sort de nombreuses villes intermédiaires. Ce silence peut s'expliquer par une volonté de minimiser l'ampleur de la pénétration musulmane ou simplement par un manque d'informations précises. Face à ces lacunes documentaires, les historiens privilégient aujourd'hui l'hypothèse d'une présence musulmane temporaire et discontinue à Carcassonne. Plutôt qu'une occupation permanente avec garnison et administration, il s'agirait d'incursions militaires, d'alliances ponctuelles avec des seigneurs locaux ou d'établissements de comptoirs commerciaux temporaires. Cette hypothèse s'appuie sur plusieurs éléments. D'abord, la géographie. Carcassonne se trouve sur les routes naturelles entre les bases musulmanes et les objectifs de conquête. Ensuite, la chronologie. Entre 719 et 759, plusieurs expéditions musulmanes ont traversé la région et certaines ont pu établir des bases temporaires à Carcassonne. Il faut aussi considérer les alliances matrimoniales et politiques. Comme l'ont montré les recherches récentes sur l'Espagne visigothique, la conquête musulmane s'est souvent appuyée sur des ralliements locaux. À Carcassonne, des nobles wisigoths ont pu calculer qu'une alliance avec les nouveaux maîtres de Narbonne était préférable à une résistance vouée à l'échec. Si la présence politique musulmane à Carcassonne reste hypothétique, l'influence culturelle du monde islamique sur la région est, elle, incontestable. Cette influence s'est exercée de manière indirecte par le biais des échanges commerciaux, des transferts de savoir et des contacts interculturels. L'un des principaux vecteurs de cette transmission fut la science. Le monde arabo-musulman du 8e au 12e siècle joue un rôle crucial dans la préservation et l'enrichissement du patrimoine scientifique grec. Les œuvres d'Aristote, de Galien ou Ptolémée, traduites en arabe puis enrichies par des savants comme Al-Kindi, Avicenne ou Averroès, redeviendront accessibles à l'Occident chrétien par le biais de l'Espagne musulmane et des centres de traduction. Narbonne, avec son importante communauté juive, devient un relais essentiel de cette transmission. Les écoles rabbiniques entretiennent des contacts étroits avec les centres intellectuels d'Al-Andalus. Cette circulation des savoirs touche directement Carcassonne. La ville, située sur les routes commerciales, bénéficie de ces échanges intellectuels. Les manuscrits, les techniques artisanales, les innovations médicales transitent par la cité audoise. Paradoxalement, c'est peut-être dans l'imaginaire collectif que la présence musulmane à Carcassonne a laissé les traces les plus durables. La menace sarrasine, réelle au 8e siècle, se transforme progressivement en motif littéraire et légendaire qui nourrit la culture occitane médiévale. Les chansons de geste, notamment la chanson de Roland et ses dérivés, popularisent l'image du Sarrasin, l'ennemi redoutable mais respecté du chevalier chrétien. Cette littérature épique, largement diffusée dans le sud de la France, contribue à ancrer dans les mémoires l'idée d'une confrontation séculaire entre chrétienté et islam.
À Carcassonne, cette thématique trouve une résonance particulière. Les légendes locales, compilées tardivement mais puisant dans des traditions orales anciennes, évoquent parfois des épisodes où la cité aurait été sauvée de justesse d'une conquête sarrasine. La dame Carcasse, figure légendaire qui donne son nom à la ville, est parfois présentée comme celle qui a déjoué les ruses des assaillants musulmans. Ces récits, bien que relevant largement de la fiction, témoignent d'une mémoire collective où la menace islamique occupe une place significative. Ils révèlent aussi comment l'histoire s'est progressivement mythifiée, transformant des épisodes peut-être réels en épopées christianisées. Cette occultation progressive de la présence musulmane en Occitanie n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans un processus plus large de construction identitaire qui privilégie certains héritages au détriment d'autres. Plusieurs facteurs expliquent cette amnésie collective. D'abord, la reconquista idéologique. Dès le IXe siècle, les royaumes chrétiens développent un discours de reconquête qui tend à minimiser l'importance de la période musulmane. Cette rhétorique, reprise par les chroniqueurs médiévaux puis par les historiens modernes, présente l'occupation islamique comme une parenthèse regrettable dans l'histoire chrétienne de France. Ensuite, la construction nationale française. À partir du XIXe siècle, l'historiographie française privilégie les racines gallo-romaines et franques de la nation, reléguant au second plan les apports extérieurs. L'islam médiéval, associé à l'étranger et à l'ennemi, ne trouve pas sa place dans ce récit national. Enfin, les enjeux contemporains. Dans un contexte de tension autour de l'intégration des populations musulmanes, évoquer une présence islamique ancienne en France peut paraître politiquement sensible. Certains préfèrent maintenir le silence plutôt que de risquer des instrumentalisations. Pourtant, reconnaître cette histoire oubliée présente plusieurs intérêts. Sur le plan scientifique, elle permet une compréhension plus nuancée du Moyen-Âge méditerranéen, loin des oppositions manichéennes. Et sur le plan pédagogique, elle offre aux jeunes générations une vision plus complexe et plus riche de l'histoire française. Enfin, sur le plan sociétal, elle contribue à déconstruire l'idée que l'islam serait étranger à l'histoire de France. Au terme de cette conquête, Carcassonne n'apparaît peut-être jamais comme ayant été véritablement musulmane au sens d'une occupation durable et structurée. Mais elle a incontestablement été traversée par le souffle du monde islamique. Et cette traversée, fugace et discrète, n'en est pas moins significative. Elle témoigne d'une époque où les frontières religieuses et culturelles étaient plus poreuses qu'on ne l'imagine souvent. Reconnaître ces passages, ces silences, ces liens ténus mais réels, c'est ouvrir l'histoire locale à sa richesse cachée. C'est aussi accepter que le patrimoine ne se résume pas aux pierres visibles, mais englobe aussi les héritages invisibles, les influences souterraines et les mémoires enfouies. L'histoire de l'islam fantôme à Carcassonne invite finalement à repenser notre rapport au passé et à l'identité. Elle suggère une autre lecture possible de la France médiévale, non pas comme une forteresse chrétienne assiégée, mais comme un carrefour ouvert aux influences multiples. Cette vision, loin de fragiliser l'identité française, l'enrichit en révélant sa complexité originelle. Pour les nouvelles générations, cette histoire oubliée offre des ressources précieuses. Elle montre que la diversité culturelle n'est pas un phénomène récent, mais une constante de l'histoire française. Elle révèle aussi que les périodes les plus créatives sont souvent celles où les cultures se rencontrent et se fécondent mutuellement. Dans une époque marquée par les tensions identitaires, redécouvrir l'islam fantôme de Carcassonne peut ainsi contribuer à construire un récit national plus apaisé et plus inclusif. Non pas en niant les conflits du passé, mais en montrant que l'histoire de France s'est aussi écrite dans la rencontre et l'échange. Car c'est peut-être là, dans ces zones d'ombre de l'histoire, que se cachent les clés d'un avenir commun.